localisé sur la cuisse ou sur le bras, ça va disparaître. On n'a pas besoin de mettre ce malade sur 6 mois de propranolol ou de la corticothérapie. Maintenant, effectivement, avec l'avènement de la du bêta-bloquant, on peut faire disparaître plus rapidement. Et vous avez dit, attention, il ne faut pas croiser les bras s'il y a certaines situations. Parce que l'hémangiome, autant il est banal, il est bénin, il est tout gentil, il régresse spontanément au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 12 ans, il ne faut pas être péremptoire. Autant quand il est localisé à certains endroits, nécessité d'une prise en charge. Et vous l'avez rappelé, quand c'est localisé sur la paupière, si vous ne traitez pas un nouveau-né qui a un hémangiome sur la paupière, mais il va y avoir une amblyopie, à la croissance, l'enfant va avoir à gauche normal, à droite, et vous allez lui coller un problème. La même lésion localisée sur l'arête du nez, au niveau du conduit auditif, il faut traiter. Il y a des risques de complications. Et il en est de même quand vous avez un hémangiome qui est localisé au niveau de la muqueuse buccale, notamment un hémangiome sous-glottique. Quand il est volumineux, mais il donne une asphyxie. Ça vous met une insuffisance respiratoire. Hein. Vous avez une détresse respiratoire du moins. Et on a eu des cas qui ont été récupérés ici avec une corticothérapie à forte dose parce que l'enfant allait mourir sur la table. Parce que tout simplement, il a un hémangiome qui a été négligé et paf, ça plonge. Et quand c'est sous-glottique, mais ça c'est fou. Donc, troisième chose qui est relativement exceptionnelle, c'est que tous ces hémangiomes ne sont pas aussi gentils que ça. Un hémangiome volumineux, mais qui occupe un segment de membre, ou tout un membre, mais c'est du sang. Ça constitue un troisième secteur, risque chez l'enfant d'une insuffisance cardiaque. Donc, ça aussi, il faut prendre en charge. Et l'évolution naturelle, on vous a dit régression, mais attention, c'est la situation que tout le monde désire, mais parfois, c'est ce que vous avez montré, l'hémangiome peut s'ulcérer, et vous l'avez dit. L'hémangiome peut se nécroser, l'hémangiome peut s'infecter. Et les facteurs prédictifs, c'est la topographie, et les hémangiomes localisés au niveau des plis, notamment au niveau génital extra, ont tendance à s'ulcérer facilement. Sur la nuque, pareil. Et les facteurs prédictifs de cette ulcération, mais c'est un enfant qui a un hémangiome qui est banal, qui n'a pas de symptomatologie, mais qui subitement commence à crier, à avoir mal, à pleurer. La nécrose est excessivement douloureuse, et cette nécrose a d'abord cette symptomatologie, cet enfant qui souffre horriblement, et cette nécrose qui va avoir comme conséquence de réduire la masse de cet hémangiome, mais la conséquence c'est quoi? C'est la cicatrice. Parce que toute lésion qui dépasse qui est au niveau du derme va laisser une cicatrice. Alors vous avez un hémangiome au niveau du visage nécrotique qui va laisser une grosse cicatrice. Et les malades n'ont pas les moyens de faire la chirurgie plastique. Vous voyez ce que ça pose sur le plan esthétique plus tard. Donc, il faut les prendre en charge correctement. Vous êtes pédiatre et c'est ça, vous les voyez tout le temps. Maintenant, à côté de ces hémangiomes simples, vous avez, vous l'avez dit, quand il faut parler d'hémangiomatose miliaire, il ne faut pas négliger. Quand les lésions commencent à dépasser 5 ou 6 lésions, automatiquement, vous n'avez pas le droit de laisser l'enfant sans exploration, échographie hépatique obligatoire, recherche des manifestations neurologiques, parce que ce sont des localisations viscérales qui vont avoir des risques de péter, de créer des hémorragies et d'entrer un enfant qui va mourir en quelques heures par hémorragie massive. Donc, traitement, on n'attend pas. Voilà, ça, vous ne l'avez pas, il faut systématiser. Maintenant, le reste, les NIS syndromes et les RIS syndromes, le rapid involuting syndrome, hémangiomat extra, il y a des manifestations, des caractéristiques sémiologiques. Même si vous êtes pédiatre, vous ne les voyez pas trop souvent, mais c'est bon de le rappeler. C'est les seules situations où la biopsie est obligatoire. Sinon, un hémangiome, on n'a pas besoin de biopsie parce que le diagnostic est clinique, la manifestation, l'intervalle, cet intervalle est un élément, un argument de taille. Après ces hémangiomes, vous ouvrez le chapitre des malformations vasculaires. Les malformations vasculaires, pour systématiser, mais vous dites malformations vasculaires, une versant capillaire, le versant veineux, le versant lymphatique, et vous avez les 3 étages capillaires, c'est un plan. Lésion qui apparaît dès la naissance, il n'y a pas d'intervalle libre. Dès la naissance, vous avez cette tache rouge 20 qui, encore que, il y avoir des malformations vasculaires capillaires qui peuvent pallier avec l'âge, avec la croissance. Mais retenez que ces malformations capillaires, de type ce qu'on appelle avant angioplan, ce sont des lésions qui sont stables,
et ce sont des lésions qui ne répondent pas ni à la corticothérapie ni au bêta-bloquant. Le traitement, c'est le laser, c'est autre chose. Quand on les voit chez le nouveau-né, chez le nourrisson, chez le nouveau-né, c'est très bien, c'est localisé quelque part, mais attention, on prend beaucoup il faut examiner cet enfant. Quand cette malformation vasculaire capillaire intéresse un secteur, vous l'avez dit comme ça, sans comprendre qu'une malformation vasculaire sur le territoire du 5-1, donc le Stouch-Weber club, mais il faut l'explorer, il faut le faire voir par l'ophtalmo, parce que vous avez la possibilité, le risque d'avoir des lésions au niveau rétinien, vous avez le risque d'avoir des lésions cérébrales, et rien ne vous dit que cet enfant ne va pas développer des épilepsies, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Quand c'est le territoire de 5-1, mais quand c'est dans le territoire systématisé, mais vous avez le Kilpertonné, vous avez le copte, vous avez, etc. Mais quand c'est localisé quelque part sur un bras, etc., on ne s'inquiète pas trop. Ça, c'est la malformation capillaire. Qui peut être normale, simple, qui peut être systématisée avec atteinte viscérale ou squelettique. Vous avez parlé du Kilpertonné très rapidement. Elle vous a rappelé ce qu'il faut faire et quels sont les éléments sémiologiques qui accompagnent cette malformation. Je résume seulement parce que c'est plus compliqué que cela. Après, les malformations veineuses. Malformations veineuses, ça peut se localiser n'importe où. De préférence au niveau de la partie haute du corps. C'est au niveau du cou, au niveau du visage, au niveau des joues, quelquefois même au niveau de la langue, etc. etc. Qu'est-ce qui caractérise cette malformation vasculaire de type dans le versant veineux? C'est que c'est la maman, quand vous l'interrogez, mais vous dit, je ne comprends pas. Quelquefois, l'enfant se réveille normal. Vous avez l'impression que la masse est affaissée. Et de temps en temps, la masse devient plus apparente. Elle devient plus apparente quand l'enfant s'agite, quand il pleure, etc. Et c'est justement la sémiologie de ces malformations veineuses qui sont liées à l'agitation de l'enfant et qui sont liées à la position de l'enfant. Quand vous êtes dans cette position, ça disparaît. Donc, contrairement au deuxième versant, qui est le troisième, qui est la malformation veineuse, qui n'est pas sensible au changement de position. C'est déjà un élément sémiologique de différenciation sur le plan clinique. Avant, l'échodoppler, je ne parle pas du Doppler, l'échographie, ça ne vous permet pas un diagnostic, c'est l'échodoppler